Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un épisode consacré à un chef bien connu des Français. Je vous propose de rencontrer Paul Perret. Alors pour le grand public, Paul Perret, c'est des lunettes et une casquette. C'est un tempérament aussi vif et taquin, une bonne humeur qui vient depuis quelques années faire vibrer notre télé. Car c'est dans Top Chef que les Français l'ont découvert. De lui, on sait qu'il a décroché 3 étoiles pour son restaurant Ultraviolet à Shanghai. On sait que c'est une expérience incroyable, un lieu inconnu dans lequel 10 convives par service sont conduits par un voiturier, une table entourée d'écrans où les sons et les musiques et l'image donc accompagnent les séquences de dégustation. Ça, c'est ce que vous connaissez sûrement déjà du chef Paul Perret. Mais je suis heureux d'avoir passé quelques heures en sa compagnie parce qu'on connaît moins son parcours, son histoire, la manière dont il a construit sa cuisine, les voyages qui l'ont nourri, les rencontres et les moments qui ont aussi façonné son tempérament de cuisinier. Chercheur inlassable jusqu'au boutiste, vous allez découvrir un chef qui va loin, très loin, dès qu'il entreprend. Cet épisode a aussi une saveur particulière à bien des égards, car vous venez de le retrouver pour le début de cette 16e saison de Top Chef, mais aussi parce qu'il vient tout juste de fermer les portes de ce restaurant justement qui a fait sa renommée mondiale. Ultraviolet, dont je vous ai parlé juste à l'instant, ne rouvrira pas, et lors de cet enregistrement, il me l'apprenait, donnant à tout le chapitre qui concerne ce restaurant hors du commun une tonalité particulière, touchante et particulièrement signifiante pour Paul Perret qui a vécu là-bas, dit-il, le climax de sa carrière de chef. Bon, il a encore fort à faire avec ses brasseries là-bas, de l'autre côté du monde, à Paris aussi, avec nos noces au sein de l'hôtel de Crillon, où je le retrouve ce jour-là. Je m'appelle David Ordonneau, vous écoutez Chef et vous allez donc découvrir l'histoire d'un homme que tout le monde connaît sans vraiment connaître, la vision d'un chef dont l'engagement est total, l'esprit chercheur et l'enthousiasme contagieux, même si ça doit pas être évident de le suivre au quotidien. La fin de cet échange, qui comme toujours remonte le fil de son histoire, est bien sûr consacrée au restaurant Ultraviolet qui aura marqué une époque, et c'est formidable de recueillir aujourd'hui, à l'heure où il se retourne à peine sur cette histoire, la vision qu'il a guidée dans ce projet fou durant toutes ces années. Écoutez bien jusqu'à la fin, c'est une masterclass. Le voici. Enfin, dans Chef, je suis ravi de vous partager cette rencontre avec Paul Perret. Les premiers souvenirs, c'est la cuisine de ma mère, bien sûr. Et c'était à Rosny-sur-Seine, à l'époque où on était. Je crois qu'on est resté les premières années de ma vie, à l'époque où j'apprends à faire du vélo, etc. Et j'ai ces souvenirs que j'ai analysés un petit peu plus tard de des moyens que mettait ma mère pour nous faire manger sans avoir finalement, beaucoup de moyens. On n'était pas une famille pauvre, mais une famille moyenne classique, on va dire. Et ma mère travaillait pas à l'époque en plus, et elle nous faisait des dans mes souvenirs, des côtes de veau normandes, des solmenières, des choses comme ça qui sont des grands classiques de la cuisine française, des tartes aux pommes magnifiques, et cetera. Et ça, c'est vraiment mes premiers souvenirs. Alors j'en ai des bribes, je crois qu'il y en a qui sont venus se greffer sur des photos que j'ai vues, mais c'est vraiment mes premiers souvenirs et ceux qui m'ont peut-être le plus marqué en termes de cuisine de ma mère, direct, voilà. Après, il y a eu après ça a cheminé, hein, puisque c'est pas quelque chose qui s'arrête, à partir du moment où j'ai 6 ans. Je crois qu'on est parti un petit peu à Paris après on est descendu à Marseille. Marseille a été une période très importante parce que c'est là peut-être que je suis resté le plus longtemps. J'ai fait 15 ans presque à Marseille et Donc c'est une enfance dans les villes, urbaines plutôt. ah mais je suis un urbain, absolu. Je conçois la campagne pendant 3 jours. J'y vais jamais, mais à chaque fois que j'y suis par accident, je m'y sens très bien. Mais c'est vrai que cet excès d'oxygène peut m'étouffer. C'est bon ça. Et elle ressemble à quoi ces tables? Parce que en l'occurrence, quand on parle de votre enfance, vous allez directement sur la cuisine et sur la table. Vous parlez de votre maman. Ouais. Est-ce qu'on est sur des grandes tablées, familiales, régulières? Est-ce qu'on est sur une cuisine quotidienne? Ça ressemble à quoi? Non, on est là, je parle de justement de la vie quotidienne quand on était juste entre moi, mon frère, ma mère, mon père. Non, c'est pas des grandes tablées familiales. Les grandes tablées familiales, je pense que c'est un petit peu comme tout le monde. On se retrouvait dans les grandes occasions, à Noël, etc. Là, on se retrouvait en général chez mes grands-parents maternels. Et c'est là qu'on avait effectivement des grandes tablées. Et là, c'est la cuisine de ma grand-mère, d'accord, qui est donc la mère de ma mère, et qui aussi cuisinait. Alors,
Est-ce que dans toutes les familles, à cette époque, les gens cuisinaient tous et très bien par rapport à quoi? Parce qu'en fait, c'était le seul point de repère qu'on avait, mais j'ai en tout cas des très, très beaux souvenirs et certains, je les goûte encore. C'est-à-dire que dans la cuisine de ma grand-mère, si vous me parlez par exemple d'une épaule, d'agneau, confite sur des petits légumes, je la goûte encore. Ouais, vous l'avez encore. Si après il y a des choses parce qu'il y a des choses aussi qui ont perduré, il y a les grands classiques catalans, l'ouillade, les bols de picoulate. Alors il y a là j'ai toutes les versions. J'ai les versions familiales de mon arrière-grand-mère que j'ai eu pendant très longtemps, j'en ai eu 2 pendant très longtemps, de ma grand-mère et puis après de ma mère. Voilà, donc là il y avait un niveau de comparaison puisqu'on pouvait dire attends, l'ouillade c'est celle-là. C'est quoi les influences culturelles? Parce que là, on se parle de villes différentes, de cultures différentes. Elles viennent d'où, les influences, d'un point de vue culinaire, puisqu'on se parle de la table, là? Bah, c'est catalan, essentiellement catalan. Toute ma famille est catalane, à l'exception de mon frère qui est né à Issy-les-Moulineaux. C'est le seul qui n'est pas né au pays, comme on dit. Donc catalan, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant. Tout le monde va dire que c'est intéressant quand on vient de quelque part. Mais cette espèce de croisement entre culture arabe, méditerranéenne, entre la montagne et la mer, etc. C'est un pays extraordinaire en fait. La Catalogne française, et avec des goûts puissants. Et finalement, c'est vrai que tout ça, ça impacte la façon dont on cuisine, ça impacte le curseur de goût, qui est la chose la plus difficile à évaluer quand on essaie de lire une recette. Quand on arrive à lire une recette, au bout d'un moment, quand on est chef de cuisine, on arrive à peu près à comprendre, à goûter presque, même sur photo, sur recette, on arrive à comprendre ce que fait quelqu'un. Il y a quelques personnes qui font des choses qui sont tellement ésotériques et absconnes qu'on a un petit peu de mal à savoir ce que ça peut donner. Mais en général, on arrive à le faire. La seule chose qu'on a du mal à goûter, c'est cette espèce de curseur du goût. C'est que se situe le niveau des sels, où se situe le niveau des acides, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui, quand on est catalan, en général, je pense que le curseur de goût est assez élevé, puisque les grands classiques, c'est les anchois, le vinaigre de Banyuls, des choses qui sont un petit peu puissantes, l'espèce de civet, alors les civets de langouste, on faisait formidable. Trop beau. Trop bon. Qu'est-ce qui s'imprime si on devait définir, parce que là, forcément, on parle de cuisine, on parle de la table pour décrire votre enfance, mais il n'y a pas que ça. Quand on est enfant, le reste du temps, et le goût pour la cuisine est peut-être pas forcément développé. Alors, 2 questions. Qu'est-ce que vous faites de votre enfance, de votre vie, de votre quotidien? Quels sont vos kiffs à vous? Quel genre d'enfant vous êtes? Et deuxième question, est-ce que la cuisine a une place? Est-ce que vous la regardez avec une curiosité ou un intérêt déjà à cet âge-là? C'est marrant parce qu'en fait, peut-être parce qu'on ne m'a jamais trop posé la question, je me suis jamais trop posé la question. Et même comme ça, quand on m'en parle, mes souvenirs sont quand même extrêmement liés à la nourriture. Parce que à force de penser nourriture pendant autant d'années, j'ai presque gommé tout le reste. C'est une possibilité. Parce qu'après, non, je dirais que j'avais une enfance assez classique. On allait à l'école, j'étais avec mon frère, donc le fait d'être avec mon frère, on était souvent en train de jouer ensemble. Donc il y a eu tous les épisodes où on jouait au cow-boy, ça je m'en souviens très bien. Il y a ces trucs aussi, pareil, peut-être des souvenirs sur des photos. Mais j'ai pas d'autres souvenirs finalement qu'une enfance qui est rythmée au travers de l'école, d'accord. D'ailleurs, quelques points intéressants de passage. La première école, par exemple, quand je vais à Marseille, une école freinée. Vous savez, une école freinée, ça n'existe plus beaucoup. Mais un enseignement qui était très intéressant. Ça, je m'en souviens bien, parce que c'était quelque chose qui était basé sur l'éveil, beaucoup plus que sur l'apprentissage comme ça par cœur. Ça, c'est quelque chose qui m'a assez marqué. Mais voilà, j'ai ces souvenirs entre les petites écoles, l'école après le collège qu'on a fait à Marseille. Après, c'est toutes ces années avec mes amis. Il y a le rugby qui va se greffer dessus. Mais si on parle de la petite enfance, j'ai beaucoup moins de souvenirs dessus. Ils font quoi, vos parents? C'est quoi leur occupation à eux? Ils travaillent au PTT à l'époque. C'est-à-dire que mon père est technicien télécom. Il s'occupe principalement des réseaux hertziens. Ça, c'est ce dont je me souviens. Et ma mère, au début, elle travaille pas. Et puis après, elle va rentrer à la poste. Et puis elle va gravir comme ça pendant toute notre enfance les différents échelons à la poste pour finir dans des positions qui sont intéressantes, je pense. C'est en les suivant, du coup, que vous avez déménagé
de Paris à Ouais, je pense Marseille? que c'était des déménagements essentiellement dus aux conditions professionnelles. Ouais. Ma mère qui devait bouger là, mon père peut-être qui devait bouger là, etc. Mais c'est vrai que je me suis même pas posé trop la question. Vous avez suivi? On a suivi. Puis je pense que la majeure partie après de mon enfance se passera dans le sud. Ouais. C'est petite enfance, donc Rosny-sur-Seine, et puis après le reste du temps, ce sera dans le sud. À partir de Marseille, ça va évoluer comment? Vous allez y rester un certain temps, vous l'avez dit, et votre adolescence, elle va s'écrire comment par la suite? Alors oui, je vais avouer quelque chose, et c'est marrant parce que j'en parlais pour le coup hier. J'ai presque honte quand je vois mes bulletins scolaires, parce qu'ils sont extrêmement bons. C'est pas des, non mais c'est pas. C'est une honte assez rare quand même. Hein, Non mais je vais vous donner un exemple. C'est pas prétentieux parce que finalement j'ai régressé après, donc tout va bien. Mais je regarde ces trucs des fois et puis même moi je m'étonne de ces trucs des 18/20, des machins, etc. Anecdotiquement, je pars en 5e. C'était encore une époque où on donnait Des prix? des prix Ouais, je me souviens. et qui étaient matérialisés par un bouquin, machin, Ouais. etc. Je pars quand même avec 11 prix en 5e, en sachant qu'il y a que 8 matières. Donc, pour partir avec 11 prix à ce moment-là, il faut être premier ou deuxième prix dans chacune des matières, plus prix des tableaux d'honneur, prix d'excellence, plus de machin, etc. Et même premier prix de toutes les 6e en musique. Alors, ça va, je suis pas du tout musicien, mais je faisais du pipeau à l'époque. Et très bien, de fait. et très bien parce que c'était scolaire. Donc j'étais un bon petit soldat, et c'est vrai que pour le coup là je dois rendre aussi ça à ma mère parce que je pensais que c'était dans toutes les familles et que c'était normal. Je sais que ma mère a pris beaucoup de son temps tous les soirs, en fait, tous les soirs, elle nous faisait réviser nos leçons de façon très sérieuse après manger, à moi, à mon frère. Elle suivait tout le parcours de ce qu'on faisait, chaque matière, machin, une rédaction. Elle reprenait le truc, toute la rédaction. Ah non, ça va pas, Paul, ça c'est un style en poulet. Je me souviens d'un épisode, ça c'est un peu plus tard, peut-être 14-15 ans ou un truc comme ça, mais je crois qu'il y a une rédaction, je l'ai refaite 5 fois, parce que ça allait jamais, quoi. Oui. Donc, c'est long, hein, une rédaction. Faut les taper, les mots, etc. Faut les écrire à l'époque. Et voilà. C'était plutôt, studieux. Ça s'est fait entre l'école, puis après un bac C. Donc, un bac C, ça, c'était vraiment l'orientation un petit peu familiale. Bac C, ça suffisait pas, donc il fallait bac C, latin grec. Ok, super. Génial, je m'en sers tous les jours du truc. Oui, forcément. Et ça s'est fait entre ça et le sport. Et en fait, je vais même beaucoup hésiter. À 15 ans, j'avais l'opportunité de faire sport-études de rugby. J'avais deux sports-études d'ailleurs qui étaient ouverts alors que je ne jouais même pas au handball. Mais il se trouve que le lycée où on était, c'était le lycée Saint-Exupéry à Marseille. Et mon prof de sport, qui était Monsieur Doutre à l'époque, je m'en souviens, essayait de me coopter pour faire sport-études de handball aussi. Ça s'est joué entre ce que j'aimais et ce que j'ai dit, je vais essayer de faire de mon métier dans le doute, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je vais essayer de faire d'un de mes pôles d'intérêt mon métier. Voilà, c'était peut-être pas si bête que ça finalement. Et il y avait la cuisine, passion pressentie. J'expliquerai peut-être pourquoi après, même si j'ai expliqué quelques fois. Il y avait la photo et il y avait le sport. Et donc j'ai essayé de faire dans ces trois. Donc à l'adolescence, vous avez ces 3 cartes en main. Finalement, 3 lignes possibles, 3 perspectives possibles. Ouais. Puisqu'on parle de cuisine en l'occurrence, vous avez parlé du coup de cet attachement, de ces plats, de cette culture un peu évidente familiale finalement et de ce travail presque inconscient des goûts. Comment, à 15 ans, on se dit, alors que, à l'époque, vous me corrigez, mais si je me trompe, on n'envoie pas les élèves qui ont 18/20 en cuisine. C'est pas une norme. Donc, d'où elle vient cette envie et cette perspective pour vous d'embrasser cette voie-là? Déjà, je commencerai plus tard. C'est-à-dire que je commencerai après le bac. Donc, je commencerai la cuisine pratiquement 19-20 ans. C'est là que j'intégrerai le lycée hôtelier de Toulouse, etc. Il faut aller au bac, jusqu'au bac de toute façon. Il faut aller jusqu'au bac. Après, je prendrai une année, une espèce d'année comme ça. On va dire pas sabbatique, mais dans laquelle je vais essayer de m'entraîner pour passer l'UREPS. Il y a quelques anecdotes marrantes dessus, je sais pas si on aura le temps d'en parler. Je vais le rater de façon lamentable en me noyant dans une piscine et puis avec mon manque de souplesse gymnastique. Et le concours de photo, je crois que les mecs à Marseille n'ont pas compris mes visions artistiques de la photo. Et donc par défaut, je vais rentrer au lycée hôtelier de Toulouse. Mais c'est vrai que là, les marqueurs sont
sont très clairs parce que je les ai analysés, parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question. Et ça démarre avec un livre de cuisine qui est le manuel des recettes de Grand-mère Donald, qui est ce bouquin que je reçois pour mon anniversaire à l'âge de 9 ans. Et j'ai toujours dit que c'est assez marrant de voir l'influence comme ça que peut avoir un objet, un livre sur le cours de sa vie. J'aurais pas eu ce livre, je pense que jamais je ne me serais intéressé à la cuisine. D'abord, c'était un livre qui était un petit peu iconoclaste parce que c'était écrit pour les enfants. C'était donc, ça sortait un peu des sentiers battus à une époque où on sort quand même, on est au début dans les prémices de la nouvelle cuisine et on a quand même des choses qui sont assez codifiées dans tout ce qui sort en matière de livres culinaires. Et ce livre-là est complètement à part. Les cailloux du Vésuve, c'est les truffes, ça je m'en souviens très bien parce que c'est ce que je faisais à Noël. Et c'est la première fois que je vais comprendre. Parce que dès que vous faites quelque chose manuellement, vos parents vous encouragent. Ils pensent que vous avez fait une œuvre d'art, évidemment, même si c'est un désastre. Et je vais comprendre qu'il y a une espèce de langage comme ça, manuel, et qui se retranscrit par de la reconnaissance des gens auxquels vous faites à manger. Je le vois pas sur le coup à l'époque, bien sûr, mais ça se retraduit comme ça et ça va résonner un petit peu parce que dans mes premiers petits boulots justement, et il y avait eu cet éveil où j'avais fait quelques petites recettes de cuisine par rapport à ce bouquin-là. Ça va être une première place de plongeur. Alors quand je dis plongeur, j'étais à la fois plongeur et second de cuisine parce qu'on était 2 dans cette brigade de colonie de vacances. Il y avait moi et le chef de cuisine. Et ce chef de cuisine qui s'appelait Féti, qui va m'apprendre quelque chose de remarquable, c'est la cuisson des frites. D'ailleurs, la cuisson des frites en 2 bains de friture, comme ça, les frites pochées à 130 degrés, et puis au dernier moment, pendant le service, à 180 degrés. Je me suis dit, Féti, c'est mon nouveau messie, je vais le suivre, il va m'apprendre tout un tas de trucs. En fait, pendant le mois de la colonie de vacances, c'est la seule chose que j'aurais appris de Féti. Mais ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, le gars, le chef de cuisine, il a 2 jours de congé, je crois, par semaine, ou un truc comme ça. Et pendant ces 2 jours de congé, c'est moi qui fais la cuisine. Je suis adoubé de plongeur à chef de cuisine. Et c'est là que je vais faire des plats en fonction de ce que je sais faire, mais en mettant du fromage partout. C'est-à-dire que ça commençait par un croque-monsieur avec surmonté d'une tonne de fromage. Ça va se finir par des raviolis surmontés d'une tonne de fromage. Et ça va se finir par une espèce de mousse au chocolat. Enfin, tout ce qui était simple à faire, en fait, et dans lequel on mettait du fromage. Et tous les gamins là, de la colo, ils m'applaudissaient tellement. Il y avait un différentiel entre ce que moi je faisais, qui était fatalement très gourmand, parce que moi j'étais pas soumis aux mêmes contraintes diététiques, économiques que notre ami Féti, qui le pauvre lui devait faire des haricots verts, des machins comme ça le reste de la semaine. Et moi j'étais là, je lâchais les chiens. Et c'est vrai que le fait de se faire applaudir en faisant manger, on se dit tout d'un coup, mais même en parler, leurs ventres ont compris. Et c'est là que je me suis dit, c'est quand même quelque chose d'intéressant, la cuisine. Voilà. C'est à quel moment cette expérience, cette colonie, c'est cette première fois où vous... Alors, le livre de cuisine, les recettes de ça, c'était de dans Grand-mère l'enfance. Donald, ça c'est devant, d'accord. Et les premiers petits boulots comme ça, c'est 14 ans, 13-14 ans, quelque chose comme ça. D'accord. 14-15 ans. J'ai plus les dates exactes et je vais le faire 2 fois, cette histoire de colonie de vacances, en tant que chef de cuisine cette fois-ci, à la MJC de Soulac-sur-Mer. Et j'y vais avec un de mes copains du lycée hôtelier. J'ai compris que j'étais un malade mental de la cuisine à ce moment-là. Alors, je me le note ça, de cette maladie mentale qui se déclare, en tout cas sur laquelle on peut pointer le doigt à ce moment. C'est-à-dire qu'on est arrivé, on était à 200 mètres de la plage, et pendant ce mois ou mois et demi où on va cuisiner pour les résidents de la MJC, qui sont des adultes, pour le coup, là, c'est pas des enfants, on ne verra jamais la plage. Voilà. C'est-à-dire qu'à 200 mètres, je crois qu'on y est allé une fois pour dire qu'on y est allé, et le reste du temps, j'avais un petit peu pris en main la brigade improvisée de cuisine entre Claude le géant, qui était mon pote, qui on a failli ne plus être pote après ce truc-là d'ailleurs, Françoise l'économe, qui essayait de gérer le budget du machin, moi je partais en toupie complètement, un despote absolu de la cuisine. Et j'essayais, avec les quelques connaissances que j'avais, de faire des plats, mais même aujourd'hui, je sais pas si je me lancerai là-dedans, mais pour une colonie de vacances, on faisait des cassoulets, je faisais des jambons braisés, j'avais mon Larousse gastronomique, ma mallette de couteau, j'ai chaque jour on épluchait une lettre,
on est parti, allez, là, on va faire un cassoulet avec des lapins vivants qui sortaient, des paellas avec des lapins vivants qui sortaient de la poêle. On travaillait, je sais pas, du matin à tard le soir, et personne ne nous a jamais rien demandé. Ouais. Pareil, moi je me disais, mais les gens, ils sont contents, ils étaient contents. Et donc, personne n'ose me désavouer parce que tous ces gens de la MJC se disent, mais putain, c'est extraordinaire, ils venaient au repas, ouais. Alors, il y avait quelques catastrophes aussi dans ce qu'on a fait. Mais on a compris j'ai compris que j'en avais trop fait quand je vois l'équipe de relève, les Haussiens, là, qui arrivent pour prendre le relais en cuisine. Et quand je les vois faire rentrer des boîtes de conserve comme ça, de raviolis, de machin, de Ouais. trucs, etc. Je me dis, Pas la même. Ouais, ils y vont là, pas avec les peut-être mêmes effectivement, intentions. ils vont être plus à la plage que nous. Voilà. Donc c'est ce souvenir un petit peu de cette espèce de truc où la cuisine, ça rend un peu fou. Ça se calmera après. Mais c'est vrai que la volonté de faire les choses et d'essayer de bien les faire, ça, c'est très marquant, en tout cas à ce niveau-là. Et je veux dire, on dit souvent en fonction des moyens dont on dispose, mais malheureusement, avec le manque de lucidité que j'ai à l'époque, c'est au-delà des moyens dont je dispose. Ouais. J'ai embarqué ces gens-là dans un truc, personne n'avait demandé de travailler 17 heures par jour. Même pas moi d'ailleurs, mais on s'est trouvé prisonnier de ce système. Ouais. Enfin, et parenthèse. Énergie. Mais comment vous en arrivez là? Comment vous décidez justement d'embrasser la formation, le lycée hôtelier? Donc vous quittez Marseille pour aller à Toulouse? C'est ça. Et comment je décide, c'est dans cette espèce d'année charnière, juste après le baccalauréat, où je dis, écoute, tu vas essayer de faire le sport, tu vas essayer de faire la photo, tu vas essayer de faire le lycée hôtelier, puisque finalement, cet éveil à la cuisine me dit, j'aime potentiellement faire la cuisine. C'est un peu plus compliqué que ça, mais enfin, on va peut-être pas rentrer dans tous les détails. Avec un ami aussi, dont le père est restaurateur, on avait mangé dans son mrestaurant. Je trouve que ça m'a marqué à l'époque, parce qu'il faut savoir que à cette époque-là, je suis allé assez peu au restaurant. On sortait assez peu. J'étais pas avec. Quand je vois mon fils que j'ai amené 1 milliard de fois au restaurant depuis qu'il est tout jeune. Mais c'est une éducation, c'est une culture, c'est aussi des contextes. Tout le monde ne va pas. Bien sûr. Et on allait quelques fois au cinéma, mais je m'en souviens. Et on allait quelques fois au restaurant, mais ça restait un événement quand on allait au restaurant. Donc on peut pas dire que j'ai bercé dans une culture gastronomique où je me faisais des tables étoilées. C'est pas vrai, j'avais jamais fait une table étoilée d'ailleurs. Donc c'est parti dans ces 3 directions que j'imaginais pouvant être intéressantes, sinon passionnantes. Il se trouve que ça deviendra passionnant. Mais je pense que tout peut être passionnant, en fait. Je dirais presque, quel que soit le corps de métier qu'on cherche à embrasser, le truc, c'est de savoir à quel moment, d'accord, on y consacre une énergie pour essayer de rendre les choses intéressantes et qu'on a la curiosité d'aller chercher plus loin. Tout. J'aurais pu faire de la maçonnerie, j'aurais pu faire de l'ébénisterie. Là, je parle de métier manuel. J'aurais pu faire de la conception assistée par ordinateur. Tout, à mon avis, peut devenir passionnant. Ça dépend effectivement de la démarche que l'on met au service de ce que l'on fait.